Mais CFB, effectivement, si la manifestation qui va avoir lieu dans toute la semaine a été possible, et une collaboration qui nous avons commencé dans le cadre de nos activités de recherche, dans un des mécanismes que tu as présenté avec une entreprise qui nous a soutenus, qui a cru en nous et avec laquelle on a développé un certain nombre d'éléments. Et donc, tu as cru dans la possibilité de pouvoir bénéficier d'un échange un peu plus structuré autour d'activités en ce qu'on appelle école, printemps, été, tout dépend de la période à laquelle on organise. Et donc, j'appelle son président directeur général, M. Michel Bordet, pour le donner un petit mot. Déjà, c'est vraiment ravi d'être là ce matin. Ce sera une belle longue semaine riche. C'est la formation et le domaine des questions. Je suis également ravi d'être là parce que se positionne comme sponsor de ce genre d'événement. Ce genre d'événement, c'est le sport, c'est l'exécutif, formation initiale, ce sont des formats un peu particuliers. En effet, nous croyons également avec la forme, parce qu'on pense que c'est un peu des de concentration accélérée. La transition, la compréhension et le développement de vision de la 4% des dossiers sont prévus être distribués dans les 5 prochaines années. Ça, on le dit. C'est le dernier rapport du World Economic Forum sur le Job Reports, sur les métiers du métier d'avenir et leurs évolutions. C'est le dernier rapport qui est sorti en mars de cette année. Il dit que 44% des métiers vont disponibles. Alors, on montre pas avec toute la vague ChatGPT, LLM, etc. Attention, il y a des métiers qui vont disparaître, des métiers qui vont disparaître. En ce moment, on parle. Alors là, il y a eu l'effet groupe ChatGPT qui a un peu rendu public la chose. Comme mon collègue qui est très prolixe et prolifique, on a des échanges là-dessus avec des commentaires assez pertinents sur comment les journalistes, et j'y reviendrai après, peuvent se saisir l'impact de ce genre de technologie sur notre environnement, sur l'écosystème, sur les emplois, sur la partie sociale et socio-économique de manière générale. J'y reviendrai en fin d'intervention. Donc, il y a ce phénomène ChatGPT avec parfois un côté anxiogène. Attention, les métiers vont disparaître, attention, on est dans l'opposition des choses. Personnellement, j'ai horreur d'opposer les choses, mais de manière générale, il y a une clairvoyance sur le métier, et puis voilà, un peu de background, il y a des discussions qui ne vont pas d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fonctionnement, qu'il n'y a pas de choses qui vont. C'est la façon de laquelle on travaille, la façon de laquelle on fait les choses aujourd'hui. Mais une des meilleures réponses pour appréhender ces choses-là, c'est exactement ce type de formation. On va parler à montrer ici, ce sont également ces ponts entre le monde de la formation et le monde de l'industrie. Je sais que c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que c'est pour ça que je me vois. Après, je ouvre une parenthèse. On a également participé à un événement Equinor Days il y a mars février. Et à l'époque, ce sujet de ChatGPT qui avait été relevé lors d'une soirée d'échange avec des collaborateurs de l'ONCF, du groupe ONCF,
et certains conférenciers, dont Yann Lequin, la question a été posée. Et sans faire porte-parole de ce qu'il raconte dans sa position, en tout cas, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est de dire les LLM dans les laboratoires, et je pense que parmi les gens assistants, il y en avait pour tout. Maintenant, de toute façon, il y a quelque chose qui est sorti. Vous voyez, ça a été porté par OpenAI. Si c'était Meta qui l'avait fait ou Google frontalement qui l'avait fait, ça aurait posé plus de questions polémiques sur l'attention à nos data, ça fait tout, etc. Je crois que ce sujet-là, ça nous rattrape. Et puis là où la petite histoire récente, puis de raison, c'est que la ChatGPT, il y a eu il y a 50 ou 60 ChatGPT. C'est-à-dire que ces choses-là ne sont pas des ruptures pour le commun des mortels, ce ne sont pas forcément des ruptures pour les gens qui sont dedans. Les gens qui sont dedans, c'est vous et c'est les futurs vous. Donc, je conclurai un peu sur ces termes-là pour dire comment on appréhende la chose. Je pense qu'il y a une relation de pouvoir par rapport à ces choses-là qu'il faut adopter avec beaucoup de balance. Maintenant, le rapport que j'ai évoqué, il évoque ces 44% de compétences. Il dit aussi que les entreprises qui ont été questionnées, on parle de 800 entreprises, on parle d'à peu près 1,5 million de personnes employées. C'est une étude qui est quand même assez large, c'est 43 pays, etc. Et je trouve intéressant parce que finalement, à l'échelle du groupe ONCF, à l'échelle de CIAMA, on retrouve à peu près les mêmes tendances finalement. Elles viennent se confirmer à une échelle réduite. Donc, parmi les compétences, là, on dit que 6 sur 10 des collaborateurs devront être formés sur les 5 prochaines années sur des compétences bien particulières. Par exemple, analytical thinking en premier, creative thinking, intelligence artificielle big data en troisième, le leadership social influence, la résilience, flexibilité, agilité et la curiosité et le lifelong learning. Donc, c'est les 6 principales compétences que les entreprises comptent développer auprès de leurs collaborateurs pour répondre à cette disruption des compétences qui sont attendues. Voilà, à côté de ça, troisième takeaway un peu de cette étude, c'est que on dit finalement l'automatisation elle va moins vite que ce qu'on avait prévu. C'est qu'en 2020, on sait que 50% globalement des tâches, de manière vraiment générale, on parle d'industrie, services, etc., 50% des tâches dans les entreprises seraient automatisées. C'est ce qu'on avait prévu en 2020 pour 2027. Dans 2023, on réajuste. Et finalement, ça ne va pas aller aussi vite que ça. Et aujourd'hui, on est globalement à 36% de tâches automatisées. On revoit l'objectif à la baisse, globalement, on pense qu'il y aura 42% de tâches qui seront automatisées. Alors, parmi ces 42% de tâches qui seraient automatisées, et y compris dans la répartition actuelle, le tiers est relatif à l'aide à la décision. Le tiers des tâches qui sont automatisées sont liées à de l'aide à la décision. Les 2 tiers restants, c'est l'automatisation basique. C'est quelque chose qui se faisait d'une façon, soit on va robotiser, soit on va digitaliser, on va automatiser. Globalement, c'est un petit peu 22, règle de 3, etc. Ça va assez vite. Mais globalement, ce qu'on se dit, c'est que j'ai un tiers de la moitié, c'est ce qui va être de l'aide à la décision dans un horizon de moins de 5 ans. Donc, merci à l'École centrale d'avoir choisi cette thématique-là. Pas en avance, pas en retard, mais je pense qu'il est dans le bon momentum par rapport aux attentes. Ce sont des attentes qui sont exprimées. Quatrième takeaway,
intéressant, c'est totalement intentionnel. C'est le quatrième takeaway. C'est oui, c'est que avant tout ce que je viens de raconter là, il y a une grande incohérence entre les stratégies des entreprises qui racontent ça et leur stratégie. Globalement, il faudrait que je forme 6 employés sur 10 sur critical thinking, etc., etc. Il faudrait que je fasse ça. Mais quand on regarde les stratégies décrites de l'entreprise, il y a un décalage. Il y a un décalage, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ces choses-là comme des priorités. C'est-à-dire c'est annoncé comme des priorités, ce n'est pas encore intégré dans les stratégies des entreprises. Alors ça, c'est complètement notre rôle. Et alors, nous, là, je parle de l'Océana, du groupe ONCF, c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Et on essaie de le faire à travers ce type de formation. Nous, sur cette solution, on a inscrit entre CNA et l'ONCF une quarantaine de personnes. On voit un certain nombre, c'est bien. Pour nous, c'est la façon de créer des stratégies émergentes. Il y a la stratégie du groupe qui met en avant tout cela et on se dit on veut aller vers ça. On peut se le dire au niveau stratégique, au niveau de la direction de la stratégie. Nos collaborateurs, nos cadres, nos leaders, nos champions, on ne fait rien à ça. On va toujours le dire. Donc, l'objectif de notre présence diplomatique, l'objectif de soutenir ce genre de démarche et d'aller véritablement vers ces enfin, la dernière réflexion, c'est celle-ci qui n'est pas issue du rapport. Elle porte véritablement sur qu'est-ce qu'on veut faire à la tech par rapport à l'industrie pour la création de richesse. Globalement, il y a une grande tendance. Aujourd'hui, vous voyez, dans les pays européens, les grands pays industrialisés de l'Europe, aujourd'hui, la part de l'industrie manufacturière sur les pays réputés industriels dans leur PIB, elle oscille entre 8 et 13%. Et ça n'a pas été le cas pendant les 40 dernières années. Ce sont des pays qui ont affirmé leur position. On retrouve dans le groupe des G7, des 7 puissances mondiales, etc., parce que c'était des pays industrialisés. Aujourd'hui, quand ils font le calcul, ils se rendent compte que finalement, on n'a que 7% d'industrialisation. Pourquoi? Parce qu'on fait de l'offshoring, parce qu'on fait un milliard. Aujourd'hui, ils essayent de redresser la barre, et pour redresser la barre, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent la tech. La tech, donc grâce à la fintech, grâce à on va investir, on va mettre, et puis la fintech va tout résoudre. Le développement de la tech va tout résoudre. Alors, notre démarche, là je vais vous une dernière parenthèse, parlant de notre secteur, le secteur de la mobilité, du transport, de l'industrie ferroviaire, parce qu'on est convaincu que c'est l'épine dorsale, c'est le backbone des solutions de mobilité. Ça n'est pas une exclusivité de la mobilité, c'est véritablement ce autour de quoi doit se construire la mobilité. On a l'occasion aujourd'hui de parler de smart city, des choses comme ça, vous allez voir ce que c'est, vous allez voir votre thématique. Nous, notre philosophie en tant qu'exploitant ferroviaire, c'est d'apporter ce service de mobilité. Et nous sommes convaincus que l'opportunité qui se présente au Maroc, et cette problématique est vraie dans d'autres pays, c'est le développement de la mobilité comme une solution pour faciliter l'éclosion économique, le développement économique. C'est d'avoir, on a dans le pipe une série d'investissements qui sont extrêmement importants. Et notre objectif, c'est de saisir cette opportunité-là pour en faire une industrie. C'est-à-dire, non pas l'industrie du transport au sens où c'est une industrie de la mobilité, c'est le back-office de cette industrie. Et là, on parle de l'industrie manufacturière. Vous avez vu que dans nos visées stratégiques, c'était de développer un écosystème industriel marocain pour pouvoir
développer, concevoir, fabriquer des systèmes ferroviaires, des trains, des systèmes de signalisation, etc. Nous sommes complètement engagés là-dedans, avec des objectifs chiffrés, et nos premiers tests du marché montrent qu'il y a un véritable appétit à ce que les champions restent installés. Puis on a aussi une véritable capacité à développer des champions nationaux pour être des fournisseurs de rang 1, voire même, pourquoi pas, être des carpenters, si on peut les appeler comme ça. Donc, nous sommes convaincus que c'est la dynamique industrielle qui va être porteuse de richesse pour qu'on ne fasse pas le même yo-yo que sont en train de subir, finalement, les pays qui sont en avance sur nous. On veut faire mieux que les pays qui sont en avance sur nous, c'est qu'on veut à la fois industrialiser, en faisant de la tech greffée à l'industrialisation. Et c'est pour ça que nous étions là, parce qu'on est convaincu que la tech, je résume ça à la tech, hein, j'utilise le terme un peu générique, nous sommes convaincus que la tech, c'est ce qui va permettre de gagner en compétitivité encore plus que la notion de base salaire. Je pense que si on avance technologiquement, nous allons prendre les parts de marché. Quand nous développons quelque chose, nous le ferons et ça deviendra. On va chercher ce scaling. C'est ce qui est souvent recherché dans le développement de l'économie, etc., etc. Nous allons essayer de chercher pour le greffon à l'industrie. Voilà. Donc, ça, c'est véritablement pour expliquer pourquoi on est là. Pourquoi on croit en ce que fait les grands centrales. Voilà, M. Bien, M. Babi, M. Gamer. Donc, c'est des travaux. Alors, on le fait progressivement sur plusieurs portes. On y croit vraiment. On y croit vraiment. On va faire avec le central, on va faire avec d'autres partenaires. Mais on va l'élargir et on veut que ces ponts-là fonctionnent entre le monde de la formation, le monde de l'éducation, le monde de l'industrie. Et on veut également que ça fonctionne au-delà, au niveau de l'innovation, au niveau de la R&D. On investira ce qu'il faut, on fera ce qu'il faut et ça sera porté par cette vague d'investissement. Pourquoi ? Parce qu'on a devant nous une vraie fenêtre de tir d'investissement en plusieurs milliards d'euros d'investissement à venir. Vous en avez entendu parler. On va faire un programme important d'acquisition de nouveaux trains et nous devons faire des extensions de lignes à grande vitesse. Ça met du financement en place. Il y a deux façons de le faire. Soit on le consomme, soit on le consomme en créant du développement et nous allons choisir la deuxième option. Ça qui sonne. Je terminerai en faisant le bouclage sur ChatGPT et ce qui c'est. Il y a une relation de pouvoir. Je peux faire la politique. Il y a forcément une relation de pouvoir qui s'installe entre les sachants et les non-sachants. L'ingénieur est le sachant. L'ingénieur a sa place dans les prises de décision. Dans la façon de prendre les décisions, dans la façon de manipuler des outils, dans la façon de manipuler des outils d'avenir. Donc le 3DM, Data Driven Decision Making, quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. On peut le mettre à la portée de tout le monde à travers des outils, à travers du ChatGPT, mais on n'est pas dans la façon de réaliser, de prendre les décisions. Ceux qui prennent les décisions, ce sont les gens qui développent ces systèmes. Ce sont les gens qui développent les systèmes en ayant en tête une vision relativement précise de ce pourquoi ils doivent être utilisés. Ceux qui fixent l'usage. Alors, il y a plein de couches, les couches politiques, les couches réglementaires, les couches juridiques, etc., etc. Il y a une couche qui est centrale, c'est la couche de l'ingénierie. Alors, vous êtes là pour ça. Développez-vous, développez vos compétences, développez vos connaissances pour être à même de prendre les bonnes décisions, de faire prendre les bonnes décisions. Et excellente semaine. Je ne vous pas casse pas excellent. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette intervention conférence. À la limite, on va y consacrer beaucoup plus de temps, mais qui vous donne effectivement l'esprit dans lequel le programme de la semaine a été construit. On a voulu quelque chose qui sort un peu des sentiers battus par rapport aux conférences ou des tutoriaux qui sont sur le thème. Il y a de temps cette partie atelier pratique. Nous avons fait le rythme de l'organiser. J'espère qu'on va réussir. On nous dira qu'il y a un peu de feedback à la fin de la semaine. Je dois encore rappeler d'entendre le soutien. Donc, c'est Hicham Chib au nom de l'OSI.
Et puis, les moyens, donc, du projet INEX, c'est donc, la parole à notre